Bonjour. Donc, il y a un mot qui revient de plus en plus en ce moment dans l'espace médiatique et chez un certain nombre de youtubeurs. C'est le mot mise sous tutelle. Évidemment, on parle de la mise sous tutelle de la France à cause de sa dette publique. Et donc, c'est de ça dont je voudrais parler dans cette vidéo. Parce que c'est un sujet qui est évidemment un sujet très important. Alors, la référence qu'on a, et c'est une référence qui est une référence très importante, hein, puisque c'est la Grèce. En fait, dans les années 2010, la Grèce a eu besoin du FMI et de l'Union monétaire européenne, et puis il y a eu un accord, et en quelque sorte, on peut dire qu'il y a eu une mise sous tutelle quelque part de la finance grecque, des finances publiques grecques. Les montants sont quand même des montants conséquents, hein, parce qu'on parle quand même de 110 milliards d'euros, 80 milliards d'euros. C'est quand même des montants qui ressemblent beaucoup aux montants dont on est en train de parler aujourd'hui pour la France. Et donc, au long de cette vidéo, je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'il en est exactement. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que je vois beaucoup de gens qui parlent, mais ils parlent sans montrer des chiffres, sans montrer des graphiques, sans explication. On peut dire n'importe quoi. On peut toujours dire demain l'argent va disparaître, pouf, il n'y a plus rien. Voilà. Mais si vous n'avez rien pour justifier la manière dont il disparaît, ça ne veut pas dire grand-chose et surtout ça aide personne. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les gens qui regardent ces vidéos, qui consacrent leur temps à regarder ces vidéos. C'est quand même la moindre des choses. Donc, on voit en contrepartie, la Grèce prend une série de mesures dont l'application sera étroitement surveillée. Voilà. C'est une mise sous tutelle, en fait, hein. Alors, parmi les mesures, donc c'est important, hein, parce que c'est quand même un peu de ça dont on parle. La suppression des 13e et 14e mois de la fonction publique, compensée par une prime annuelle. Voilà. Et le gel des salaires des fonctionnaires pendant 3 ans. Voilà. Donc, comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, en fait, le problème de la dette publique, ça concerne beaucoup quand même le secteur public, en fait, hein. Le 13e mois est maintenu dans le secteur privé. La flexibilité du marché du travail sera renforcée. Voilà. La durée de cotisation des retraites sera portée de 37 à 40 annuités. Donc on voit que finalement on est dans le style de mesure euh, voilà, qui a lieu aujourd'hui, en tout cas pour la réforme des retraites, c'est tout à fait ça, hein. Je veux dire, clairement, c'est vrai que ça a probablement été demandé uniquement par Bruxelles. On n'a pas encore parlé de réduction de salaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, sur réduction de salaire en fait sur les fonctionnaires. Mais encore une fois, je vous dis, c'est une dette publique, et donc ça touche surtout la fonction publique. L'ouverture de professions fermées. Ça, c'est quelque chose qui a aussi commencé plus ou moins en France. Il y a je ne me rappelle plus exactement du nombre de professions, mais il y a des professions qui ont été ouvertes récemment. Ça, c'est aussi arrivé en France. Taxe sur les résidences illégales. Oui, ça, c'est un problème peut-être assez spécifiquement grec. Une nouvelle hausse de la TVA qui doit être portée à 23%. Donc, vous voyez, c'était en 2010 à peu près, enfin, dans ces années-là. Et donc, bah, il y avait eu une augmentation de quelques pourcents de la TVA quand même, hein. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça touchait effectivement le privé. La taxe sur les résidences illégales, on comprend que ça touche évidemment l'immobilier, hein. Je veux dire, ça c'est très clair. Donc, voyez un peu le type de choses. Euh, le type de contrepartie que la Grèce a été obligée de donner contre bah, des prêts voilà, de 110 milliards d'euros sur 3 ans. Voilà.
Voilà, c'est à peu près l'idée de ce qui s'est passé. Et donc, ils ont été obligés de faire des... Mais je pense que c'est, de toute façon, ce qu'il va y avoir, hein. Il va y avoir quelque chose dans ce goût-là. Euh, Prêts bilatéraux, Fonds européen de stabilité et la décision de la BCE. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut regarder Donc on a la réaction des Grecs, hein. Euh, il y a deux principaux syndicats qui organisent une grève générale. À cette occasion, elle dégénère. La participation aux manifestations a été, eu égard aux standards grecs, assez modeste. Donc voilà. J'ai l'impression, quelque part, il y a une prise de conscience de la dette par les gens à un moment donné, hein. Et donc, bah, tout le monde comprend bien, en fait, quels sont les enjeux finalement. C'est pour ça que les mouvements sociaux, à ce moment-là, sont pas nécessairement, bah, sont pas nécessairement, comment dire, d'une ampleur auquel on pourrait s'attendre au départ, quoi, à vrai dire. Donc voilà un peu la Grèce, c'est un exemple. C'est un exemple. Il peut y avoir des choses plus importantes que ça. Donc ça, on a vu un peu le fonds de stabilisation. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de réactions. Réactions des Grecs, ça j'en ai parlé. Voilà, ça c'est important, hein. En Allemagne, des plaintes devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, entre parenthèses, portant sur la constitutionnalité des mécanismes de gestion des crises mis en place dans la zone euro depuis le début de la crise grecque doivent être examinées durant le second semestre 2011. Donc ça, c'est particulièrement important. Pourquoi c'est particulièrement important? Parce que si vous voulez, ça veut dire que on a vu que l'Union monétaire européenne était impliquée quelque part dans le entre guillemets sauvetage de la Grèce, hein. Mais quelque part, il y a eu l'aval des Allemands et je suis même pas trop sûr d'ailleurs qu'en 2024, ce point-là a été tout à fait éclairci. J'ai pas vraiment trop suivi ça, mais il me semble peut-être que il n'y a pas eu une décision, on va dire, définitive qui clôture vraiment tout sur le sujet. Mais on était en 2011, donc c'était il y a pratiquement 15 ans, quoi, en arrondissant assez lourdement. 15 ans. Et depuis, en Allemagne, politiquement, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont même énormément changé. C'est pour ça que c'est important de suivre. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'Allemagne, comme quoi c'était important de suivre les évolutions politiques. Je vous y renvoie, c'est vraiment quelque chose que je trouve est fondamental, mais il faut bien comprendre que à l'époque, les forces en présence n'étaient pas les mêmes. Et d'ailleurs, comme je vous l'indique dans la vidéo sur l'Allemagne, que je vous recommande encore une fois d'aller voir, vous apercevrez que le parti politique allemand dont on parle beaucoup au sujet de l'immigration en 2024, en fait, s'est constitué justement au départ sur une base de dire nous, on n'est pas d'accord que les Allemands payent pour les Grecs, hein. C'est là-dessus, c'était ça la base, l'ADN de ce mouvement politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, s'il y avait un autre pays de la zone euro qui connaissait les mêmes aventures que la Grèce, eh ben, on n'est pas sûr que l'Union monétaire européenne pourrait voler à son secours de la même manière que ça a été le cas pour la Grèce. Et encore, la Grèce, c'était quand même des petits montants. La France, voilà, on parle d'augmentation de dette, etc. Mais la dette de la France, c'est 3000 milliards d'euros, hein. Merci les Mozart de la finance. Donc, voilà, la dette publique française, 3000 milliards d'euros, 110% du PIB à la fin 2023. Donc maintenant, quand je vois des petits jeunes qui veulent donner des leçons au, pro- au- au Premier ministre en disant oh, faut quand même respecter un peu ce qu'on a fait, hein.
Et puis quand je vois qu'ils ont laissé une ardoise de 1000 milliards d'euros, on se demande qui doit donner des conseils à qui, quoi. Je veux dire, on rêve. Ces gens-là se font sortir justement parce que ils ont mis la France dans l'abîme et ensuite ils veulent donner des leçons de maintien. Non, ouais, franchement, il y a de quoi hurler de rire, quoi. Donc la dette de la France, voilà, c'est ça, c'est 3000 milliards d'euros, hein. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire une mise sous tutelle? Parce que c'est ça en fait. Est-ce que ça veut dire que bon, finalement, maintenant, c'est plus l'État français qui dirige, mais c'est un cabinet quelque part en visioconférence qui explique ce qu'il va falloir faire? J'ai retrouvé un document de l'INSEE, donc Patrimoine des Français, fin 2019. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on discute de la mise sous tutelle, de la dette publique de la France, etc., je pense qu'il faut vraiment comprendre de quoi on parle. Si on ne comprend pas de quoi on parle, bah, il vaut mieux pas parler. Donc, on voit le patrimoine net des Français, il est égal à 12 000 milliards d'euros. Hein, c'est marqué ici, en toutes lettres. Voilà, c'est marqué 12 000 milliards d'euros, le patrimoine net, hein, des Français. Donc, si vous voulez, quelque part, euh, on en est à 4 fois plus, 4 fois plus que la dette. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire la dette publique de l'État français, c'est 3000 milliards d'euros. Bon, c'est pas difficile à comprendre, hein, je veux dire, voilà, il suffit de dire 3000 milliards. Ici, on est à 12 000 milliards. Donc, bah, c'est simple. Le patrimoine des Français, c'est 4 fois plus que la dette, hein. Donc, si vous voulez, si, ça veut dire que si vous récupérez un quart du patrimoine des Français, hein, c'est-à-dire si l'État dit tout d'un coup, bah, moi maintenant je prends un quart de l'épargne du patrimoine des Français, là, ici, et je le mets dans la dette publique, là, eh ben, le pays, il a une dette à 0% du PIB. Mais alors, zéro, voilà. La dette retombe à zéro. On devient le pays le plus vertueux au monde. Donc voilà, enfin, je veux dire, le point, il est là. Donc si vous voulez, quelque part, euh, on demande aux agences de notation, euh, voilà, c'est quoi une agence de notation qui évalue la dette publique de l'État? L'agence évalue si l'emprunteur est solvable et pourra rembourser ou non sa dette. Donc est-ce qu'il est solvable? En finance, vous avez la solvabilité et la liquidité. Donc la liquidité, c'est l'argent que vous avez, hein, et puis la solvabilité, c'est l'argent que vous pouvez concrétiser en vendant des biens ou des choses comme ça. Donc, les, vu de l'extérieur, si on fait plus le patrimoine des Français, moins moins la dette de la France est largement solvable, mais très largement. La question se pose même pas en fait, hein. Je veux dire, c'est extrêmement clair. Euh, donc voilà, pour mesurer le risque de non-remboursement des dettes que représente l'emprunteur, elles construisent des scénarios financiers prévisionnels incluant la structure future des coûts, les revenus de l'emprunteur, etc. Et des revenus de l'emprunteur. Donc, comment l'emprunteur fait, c'est quoi ses dépenses? Donc ça, c'est la dette de l'État. Et comment des revenus, c'est quoi les revenus de l'emprunteur? Et en l'occurrence, pour les États, eh ben, les États, c'est entre autres l'impôt, hein. Les revenus de l'emprunteur, pour un État, c'est l'impôt. Donc, si les étrangers regardent vue de haut en fait la France, ils s'aperçoivent que bon finalement oui il y a une dette importante, mais il y a quand même pour couvrir ça un patrimoine non moins important, hein. Euh, donc
Il faut noter pendant les notations financières, donc non évaluées, que le seul risque d'insolvabilité à long terme. Donc pareil, hein, je veux dire, voilà, on est vraiment on va pas rechercher, si vous voulez, est-ce que les hôpitaux marchent bien? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que les entreprises sont rentables? Est-ce que, il y a beaucoup de création d'entreprises? Est-ce qu'il y a moins de chômage? Est-ce que le type de business qui se pratique dans le pays est bien? On s'en fiche. Les agences de notation, on n'en stricte rien à faire. La seule question qu'elles se posent, c'est est-ce que l'État, donc qui a la dette de 3 000 milliards d'euros, il est en capacité eh ben, éventuellement de pouvoir récupérer une partie du patrimoine ou des revenus, hein, je veux dire, c'est pareil, à travers l'impôt, sur le sol français. Après, vous avez, je ne vais pas en parler là parce que je veux quand même simplifier les choses, mais vous avez le patrimoine de l'État. Donc, je me rappelle qu'il y avait un économiste, Marc Toiti, je crois que dans une vidéo, il évalue ça à 4000 milliards d'euros à peu près. Donc, on serait, voilà, le patrimoine de l'État, lui tout seul, en fait, pourrait couvrir. Mais à ce moment-là, il faut tout vendre, hein. Ça veut dire Versailles, la Joconde, les autoroutes, les ports, les, peut-être même les nationales, enfin, je veux dire, les bois, les forêts, tout, quoi. Faut tout vendre. Euh, et puis, en plus de ça, normalement, il faudrait rajouter, il y a une autre dette, en fait, qui est une dette qui n'est pas repérée comme ça, c'est la dette, c'est une dette non, je ne me rappelle plus du terme, mais si vous voulez, en gros, c'est les retraites de la fonction publique et qui sont à peu près du même montant. C'est-à-dire qu'en gros, la dette réelle de la France, c'est plutôt 6 000 milliards d'euros. Bon, mais 6 000 milliards d'euros, il y a quand même 4 000 milliards d'actifs de l'État. Donc voilà, vous vendez tous les actifs de l'État, il reste 2 000 milliards d'euros. Euh, et puis, à ce moment-là, bah, vous avez le patrimoine des Français. Si vous enlevez 2 000 milliards d'euros, bah, il reste aux Français 10 000 milliards d'euros. Donc, vous voyez, le- quand on fait le calcul de l'extérieur, la France, elle n'est pas au bord du gouffre, hein, je veux dire, euh, entre guillemets. Euh, c'est ce que peuvent, c'est comme ça que perçoivent les étrangers. Je veux dire, après que dans les rues, on puisse pas marcher après 11 heures le soir, la nuit, dans beaucoup de villes, je veux dire, ça, c'est pas vraiment leur problème et c'est pas ce qu'ils regardent. Eux, ce qu'ils regardent, c'est combien ils ont prêté, parce que là-dedans, bon, bah, il y a à peu près la dette, hein, 3 000 milliards d'euros. On avait vu dans différentes vidéos que c'était à peu près la moitié qui était détenue par des étrangers. Donc vous avez à peu près 1, allez, on va dire 1,223 milliards. Non, pardon, 1000, 1002, peut-être 1 300 milliards d'euros détenus par des étrangers, en fait, voilà, par des non-résidents, hein. Donc en fait, c'est surtout eux, en fait, voilà. Donc ces gens-là ont prêté de l'argent à la France et ils attendent que leur capital leur soit remboursé avec des intérêts. Donc quand ils regardent ça, et puis quand ils regardent ça, ils se disent, ça va, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, à la limite, la dette interne, ils se débrouillent, hein. La dette interne, ils se débrouillent entre eux. Mais en fait, il y a vraiment 1300 milliards d'euros prêtés par l'extérieur, hein. Donc je pense qu'il y a ce genre de truc-là. Donc c'est pour ça, finalement, si vous voulez, euh, pourquoi on parle de mise sous tutelle? Parce qu'à un moment donné, donc à l'heure actuelle, la notation des agences, elle se situe à peu près là, hein, à A- pour Standard Poor's. Et je crois que Moody's ne doit pas en être très loin. Donc pour l'instant, la France en est là.
à l'heure actuelle, si les choses continuent comme ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a affiché un budget de 5.1 ou 5.1 ou 5.5 en 2023. Il y a une surprise, ça c'est très mauvais pour 2024 à 5.6 et il y a une encore plus grosse mauvaise surprise qui est à 6.2 en 2025. Donc on pourrait imaginer que en octobre, il y ait peut-être pas une dégradation, mais en tout cas un sentiment négatif qui soit ajouté à moins ici. Et qu'à ce moment-là, au printemps, il y ait un A+, ça tombe vers le A+. Bon, maintenant, si le budget est voté, etc., euh, et que quelque part les marchés sont rassurés, faut dire que ils seront, à mon avis, très contents de plus voir les Mozart de la finance. Et ben à ce moment-là, bon, peut-être qu'au niveau de la notation, elle sera maintenue quelque part. Maintenant, tout va dépendre euh, de l'acceptation en France du budget. C'est-à-dire que vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect des économies dans le budget, puis vous avez l'aspect fiscal, de taxation, des impôts, etc. Donc voilà, si les étrangers ont le moindre doute qu'on puisse mettre ça en place, c'est-à-dire que finalement, il ne puisse pas y avoir de réduction de budget de l'État, parce que il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de mouvements sociaux dans la fonction publique, parce que il y aura nécessairement des perdants, hein, clairement. Et ça sera nécessairement dans la fonction publique, parce que c'est nécessairement une dette d'État. Donc voilà. À ce moment-là, oui, il y aura un risque en tout cas, de notation négative. Si d'autant plus il y a une perte du consentement à l'impôt, parce qu'en France, les impôts sont déjà et les taxes sont déjà extrêmement élevés, à ce moment-là, voilà, tout ça, ça peut concourir au fait qu'il y ait une baisse des notations, qu'il y ait une augmentation des taux du crédit, et donc que ça devienne ingérable pour l'économie française. C'est ça le risque dans lequel on est actuellement. On est dans le gouffre, hein, parce que on est vraiment dans le gouffre, parce que avec ces surprises sur la dette, ça c'est un très très mauvais signal. Ça veut dire quelque part l'État maîtrise plus du tout ses dépenses. Hein. Et il faut quand même pas oublier que pour moi, personnellement, bon, ça, vous n'allez pas le lire là-dedans, mais pour moi, personnellement, je pense que cette dette astronomique qui est laissée par les Mozart de la finance, elle n'est due qu'à une et une seule raison. Hein. C'est un post-effet des bonnets rouges et des gilets jaunes. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, la dette de 1 milliard, de 1000 milliards pardon, 1000 milliards d'euros, c'est juste la dette de la peur, en fait. On peut l'appeler comme ça. C'est la dette de la peur. Ça veut dire que à un moment donné, les Mozart de la finance ont eu peur et donc n'ont pas pu mener une politique qu'il aurait fallu mener de réduction des coûts, de réduire les impôts, de réduire les dépenses de l'État, etc. Ils n'ont pas pu mener cette politique parce qu'ils se sont tellement coupés du pays. Apparemment, le nouveau Premier ministre a l'air de l'avoir compris, donc peut-être que ça va effectivement peut-être arranger les choses, mais on n'élit pas des gens en fonction d'une idéologie, on élit des gens en fonction de est-ce qu'ils sont capables de prendre en charge des problèmes graves qui peuvent éventuellement se poser au pays. Or, ce qui s'est passé en 2012, où, je sais pas, Monsieur Sandan a été élu pratiquement par hasard, et puis j'ai un projet, c'est son projet, je crois, je sais pas quoi, voilà, qui arrive finalement de nulle part. Finalement, ces gens-là n'ont pas pu
et en plus n'ont même pas voulu négocier. Ils étaient les meilleurs, ils étaient les plus intelligents. Donc finalement, ça s'est très mal passé. Et au final, ils ont voulu maintenir l'illusion de quelque chose, alors que s'il y avait eu un gouvernement responsable, s'il y avait eu des gens qui avaient été justement dans la négociation, et non pas, je veux dire, clairement, la politique des Mozart de la finance, elle s'est fait au LBD, elle s'est pas fait à l'Assemblée. Enfin, je veux dire, donc c'est ça en fait qui a fait que bah, ils ont été obligés au final de lâcher de la dette. Parce que s'ils lâchaient pas la dette, leur seule perspective, c'était la démission, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc c'est pas du tout pour sauver le pays qu'ils ont mis 1 000 milliards de dettes en plus, c'est juste pour sauver leurs émoluments, leurs salaires, les indemnités qu'on leur a dit dans leurs écoles qu'ils toucheraient, puisqu'ils sont l'élite de la nation. Donc voilà un peu où on en est. Donc à partir de là, je pense que les étrangers, en fait, comprennent ce genre de problématique. Ils comprennent ce genre de problématique et à partir du moment où ils vont avoir l'explication de texte de ce qui s'est passé en France ces dernières années, parce que pour beaucoup d'étrangers, les Mozart de la finance, vu de l'extérieur, ça semblait quand même assez idéal, en fait, hein. Il faut reconnaître que, enfin, nos amis suisses, moi je suis dans les journaux suisses, des éditoriaux, visiblement ils comprennent pas trop les ressorts de ce qui se passe en France. Bon, nous on ne comprend pas trop ce qui se passe en Suisse, c'est normal, on n'a pas les mêmes cultures politiques, donc voilà. Mais dans beaucoup de pays européens, c'est pareil. Je veux dire, on ne comprend pas vraiment, les autres Européens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en France et à quel point, pourquoi on en est arrivé à cette catastrophe. Alors maintenant, ils sont en train de s'en apercevoir et maintenant, ça leur fait peur. Donc ça, c'est le très gros risque pour nous, en fait, pour le coup. C'est-à-dire que ils n'ont pas compris à quel point la situation s'était aggravée depuis 12 ans, hein. Mais maintenant, je pense que là, ils sont en train de redescendre sur Terre. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lequel on a ce type de nouveau Premier ministre. Parce que je pense que c'est difficilement possible autrement. Donc, au niveau de la mise sous tutelle, voilà où on en est. C'est faux de parler de mise sous tutelle, pas pour un pays qui a tellement de richesses. Mais si vous voulez, c'est quand même un gros piège. C'est quand même un très gros piège parce que vous avez un patrimoine. C'est bien d'avoir un patrimoine. Seulement, si vous voulez, le patrimoine, c'est l'existant. C'est un peu comme vous avez de l'épargne. Bon, c'est sympa l'épargne, mais si vous n'avez pas d'argent qui rentre, vous avez un problème. C'est que votre épargne, bah, elle n'arrête pas de diminuer. Et qu'est-ce qui se passe en France? Ben, il se passe ça, c'est la courbe jaune. C'est-à-dire que vous avez le solde du commerce extérieur, hein, qui depuis les années 2000 n'arrête pas de chuter, hein. Et on voit d'ailleurs que les Mozart de la finance, hein, je veux dire, voilà, toute cette période-là, c'est quand même que du négatif, quoi. Je veux dire, ils n'ont rien fait de bien. Bon, il y a eu ce passage à partir de la crise des subprimes, mais bon, là, c'était une crise mondiale, donc finalement, on pouvait pas trop incriminer ceux qui sont au gouvernement à pile à ce moment-là. Surtout que la crise était vraiment extrêmement grave. Là, je veux dire, à partir de 2012, on voit bien que la courbe, elle tombe et ils ont carrément plombé le commerce international. C'est une vraie catastrophe. Je veux dire, si on regarde par exemple de manière très, comment dire, 2022, on a à peu près 70 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire, voilà, 55 milliards de déficit en 2023. Si on regarde la consommation des biens,
on consomme beaucoup plus de biens que ce qu'on produit. On pourra remarquer d'ailleurs qu'en 2022, il s'est passé la même chose. En fait, on a eu 1981 au niveau économique sans avoir le programme commun de la gauche. Sans avoir le programme commun de la gauche. En ayant des socialistes au pouvoir, ça c'est pas très nouveau. Et voilà ce qui s'est passé. On a eu une importation de biens maximum en 2022. Pourquoi on a eu cette importation maximum de biens en 2022? Parce que, encore une fois, la dette de la peur a fait que les Mozart de la finance ont lâché beaucoup d'argent pour éviter que les gens descendent dans la rue, parce qu'ils en ont peur, clairement. Et ben, ils ont lâché beaucoup d'argent. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ont acheté beaucoup de choses, beaucoup de produits. Mais comme on n'en fabrique pas en France, tout ça, c'est de l'importation. Donc il s'est passé la même chose que au début des années 80. La même chose. C'est-à-dire de l'argent qui a été distribué et il a été dépensé à l'étranger. Même chose. Je vous rappelle que la suite, après 80, c'est arrivé assez rapidement. En 1983, ça a été la rigueur. Et comme par hasard, on est sur le même genre de timing. Donc, si vous voulez, il y a pas. Ah bah si, il y a eu des élections 2022 dans la continuité. Mais c'est pour ça, on n'a pas le droit de dire que les Mozart de la finance sont des gens de droite. C'est faux. Ils sont économiquement des gens absolument de gauche. Et une nouvelle politique mise en place par le nouveau Premier ministre, il faudrait que ce soit une politique qui soit une politique de droite économique, comme peut-être on n'en a pas connu en France depuis, je ne sais même pas si cette époque-là existait, probablement, mais qui doit se faire justement à base de PME, à base de création d'emplois, à base de ce genre de choses-là. Bon, j'espère que ça sera le cas, parce que là, on a visiblement tout le contraire. Je dis, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est la même chose que ce qui s'est passé à l'arrivée de François Mitterrand dans les années 80. Pareil, ils ont commencé par lâcher beaucoup d'argent, après ils se sont aperçus qu'ils ont fait une bêtise, et là ça a été la rigueur. Et les gens n'étaient pas contents, et c'était le début du Front National, etc. C'est pas... Et bah oui, parce que les gens à l'époque ont quand même été, mine de rien, quand même trahis par la gauche quelque part. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas contents. Et ça a commencé comme ça. Reprenez en 1980, reprenez vous avez des sketchs de l'époque. Ouais, il y a des sketchs de l'époque sur le sujet. Je vous laisse. Donc voilà, voilà un peu où on en est. Alors normalement, il faudrait promouvoir aussi les services, mais bon, je veux dire, les services, voilà, ça végète, hein, ça végète. Alors que normalement, les services, c'est porté par le digital. On devrait être, on devrait avoir, en fait, en France, on devrait avoir un pic dans l'autre sens, hein. Au niveau du digital, des services, on devrait vraiment avoir un pic dans l'autre sens. Ouais, on dit digital, on dit pas numérique. Parce que numérique, c'est des chiffres. Or, on peut avoir des nombres réels. Et les nombres réels, ça n'existe pas dans un ordinateur. Ce qui existe, c'est le digital, les digits, puisque c'est des 1 ou des 0. Donc, donc c'était une parenthèse. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord de l'économie française. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Voilà, donc je vous ai affiché un autre tableau, hein, de l'INSEE, c'est la part des prélèvements obligatoires dans le PIB, taxes, impôts, etc. Et donc on voit que, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, les Mozart de la finance ont à peu près maintenu voilà, les prélèvements obligatoires, hein. En tout cas, par rapport à ce qui s'est fait avant, c'est relativement clair. On voit que les Mozart de la finance, Giscard, à l'époque, avaient commencé à bien accroître les impôts, hein. Je veux dire, voilà, on arrive en 80, mine de rien, hein. Je veux dire, l'ancêtre du macronisme,
a quand même augmenté de 5% les prélèvements obligatoires en l'espace de 7 ans, un septennat. Alors que les socialistes, voilà, jusqu'en 2012 à peu près, quoique, ouais. Enfin, ils sont tout le temps restés dans les 5%. L'ancêtre du macronisme a tout simple. C'était un jeune, hein. Si, je vous assure, hein, c'était un jeune. Hein, à l'époque, c'était le plus jeune président. C'était génial. C'était en 74, voilà. 74, Giscard arrive au pouvoir. C'était un jeune, il renouvelait la classe politique. C'était génial. 32% de prélèvements obligatoires, 34% de prélèvements obligatoires dans le PIB. Et puis le jeune ENA, ouais, il a fait, non, il a fait ou je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait comme grande école. Enfin voilà, il arrive en 7 ans, il a amené les prélèvements obligatoires, donc les impôts, à 40% du PIB. En 7 ans. Les autres qui ont suivi derrière, on est passé donc voilà, donc alors 74, 34% à euh, voilà, à 40%. 6%. Il y a eu 6%. Donc en fait, ça correspond à peu près au dénivelé qu'on a ici. Donc le macronisme canal historique, en fait, en, en 5 ans, en 7 ans, pardon, il a fait ce que les autres n'ont pas fait en 45 ans, en fait. C'est quand même hallucinant, quoi. Bon, bah là, il n'y a pas de prélèvement obligatoire, mais si vous voulez, comme il y a une dette monstrueuse qui a été générée depuis les Mozart de la finance, là, depuis 2012, eh ben, si vous voulez, ok, il y a pas d'augmentation des prélèvements obligatoires, là, mais la dette publique, c'est l'équivalent on s'en rend bien compte maintenant, parce que maintenant, il va falloir payer. Il va y avoir une augmentation des prélèvements obligatoires, nécessairement. Il y aura des taxes, il y aura d'une manière ou d'une autre des impôts, des trucs comme ça. Donc en augmentant la dette, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont juste créé de l'impôt supplémentaire. Simplement, ça se voit pas tout de suite, mais il va bien falloir payer quand même. Donc, euh, donc voilà. Voilà où on en est sur le sujet des impôts. Et vous avez bien compris que les impôts, justement, c'est important parce que c'est ce qui permet, c'est ce qui va permettre, en fait, de justifier auprès des organismes financiers internationaux de prêter encore de l'argent. Le problème dans cette histoire, c'est aussi l'image de la France vis-à-vis de l'étranger, parce que jusqu'à maintenant, les étrangers regardaient la France peut-être en regardant pas trop les problèmes, mais maintenant, ils ont une vision plus claire des problèmes. Et quand ils voient la dette en pourcentage du PIB, donc on a voilà, zéro. Voilà. Donc les Mozart de la finance, cannelle historique, Giscard, 1974, année de son élection, zéro. Au lieu de continuer la politique de Pompidou, parce que Pompidou, donc c'était avant, et puis il y avait De Gaulle. Donc au lieu de continuer ces politiques-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il a commencé par faire une dette monstrueuse qui s'était jamais vue à l'époque, en fait. Hein. Et voilà, 79, 80, 78, ici, c'était l'année de la rigueur. Hein. Les gens étaient tellement en colère, et ils avaient libéré le prix de la baguette de pain, etc. Voilà, donc il y avait la rigueur ici. Je ne sais pas si c'était le terme de la rigueur d'ailleurs à l'époque. Ensuite 80. 80, bah, il s'est fait vider, hein, parce que jouer de l'accordéon, c'est pas suffisant pour rester au pouvoir.
heureusement. Donc là, il y a eu Mitterrand. Mais voyez quand même, le gars, il est quand même parti en ayant laissé que des années de déficit derrière lui, quoi. Je veux dire, donc faut arrêter de penser que les gens qui ont le mieux réussi à l'école, c'est ceux qui sont les meilleurs dirigeants, quoi. Je veux dire, c'est évidemment complètement faux, quoi. Et puis derrière, voilà, le déficit continue. Bah oui, je veux dire, je pense que tous les dirigeants qui sont succédés, à part Sarkozy, c'est un cas particulier, parce que Sarkozy, il est arrivé à un moment quand même où c'était la crise des subprimes. Donc, bon. Mais sinon, pour le reste, je veux dire, ils se sont dit, les précédents, ils ont fait de la dette, pourquoi pas moi? C'est quelle année ça? 1993. C'était un record, hein. Bon, ça, 2009, ok, je veux dire, bon, c'était une crise dure. Mais là, 2020, 10% de déficit. Le truc hallucinant, quoi. Puis je veux dire, inutile en plus. Inutile. Mais ça, c'est le déficit de la peur à partir de 2012, là. Ouais, 2012, le déficit de la peur. Quand les étrangers regardent cette courbe, ils se disent, mais attends, je vais pas investir là-dedans, quoi. Ça, ça part dans le sud, quoi. Je veux dire, ils vont s'arrêter à combien de déficits par an? Moins 10, moins 20, moins 30. C'est ça le problème, hein. C'est vraiment ça le problème, quoi. Donc, la mise sous tutelle, non. Franchement, j'y crois pas du tout parce que il n'y a pas les chiffres pour. Ça pourrait se passer à partir du moment où la société française accepte pas deux choses. Euh, Premièrement, des hausses d'impôts et deuxièmement, des coupes dans le budget de l'État. Voilà, c'est les deux points qui seraient des points critiques. Mais franchement, pour l'instant, je vois pas. Enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, 8 septembre 2024, c'est pas le cas. Je sais pas ce qui va en être par la suite. Euh, on peut pas donner d'idée. Moi, la politique, j'y connais pas grand-chose. Je regarde les chiffres sur les graphiques de l'économie et puis point barre. Donc voilà, bah, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.